Patricia Potier est à l'IGR où il y a un circuit sain en un jour. Et thyroïde. Et qui va venir nous parler des anti-angiogéniques et de la chirurgie. Donc un autre sujet. Bonjour. Merci à la Société de chirurgie oncologique d'inviter un oncologue médical. Certes, à reparler des complications de leur traitement, mais... Alors, je vais me mettre sur le topo. La souris. Alors, attends, Bah, ça y est, je suis dessus, là. C'est toi? Eh ben, c'est bien. C'était pas moi, ça, Patricia Potier. Si, ben, pas de souci, regarde. Mais j'avais aucun... Ça s'affichait pas? Ah ben non, ça s'affiche pas. Effectivement. Si c'est toi, là, à gauche. Non, on voit pas le... Comment je fais pour le mettre sur le top, sur le... Parce que je l'ai sur le... Je l'ai sur le truc, mais pas sur le... Toi, t'as bien le truc. Non, là, Ouais. j'ai eu ce problème-là tout à l'heure. Il arrive, le monsieur. D'accord. Désolée. Non, mais on a peut-être fait un truc... Ouais, On a dû faire une marche fausse pas. manip. Je l'ai à l'écran, moi. Ah bah parce que t'as... Ouais, j'ai fait des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Ouais. Exactement ça. Encore un mec qui s'est Ouais, c'est ça. occupé d'une affaire de fille. Ouais, c'est ça. J'adore. Pourtant, c'est pas un chirurgien. Le chirurgien, ils n'y arrivent pas. Alors on va le relancer. C'était lequel? C'est l'ordinateur ciblé, je m'excuse. Benito chirurgien. Ok. Donc je vais parler de l'impact des anti-angiogéniques sur la chirurgie, mais c'est essentiellement les anti-angiogéniques utilisés en gynécologie dans le cancer de l'ovaire, parce que c'est la partie que je connais. Donc il y a dans beaucoup de cancers, mais surtout dans le cancer de l'ovaire, un fort rationnel pour utiliser les anti-angiogéniques dans le traitement de la prise en charge, parce que le VEGF et l'angiogénèse sont des importants en fait, promoteurs dans la progression de ces tumeurs, qu'il y a une corrélation entre l'expression du VEGF, de l'angiogénèse et de l'extension de la maladie et des survies. On a plusieurs moyens de lutter contre cette angiogénèse. Le plus important, c'est le bevacizumab. C'est vraiment un anticorps monoclonal qui est humanisé contre le VEGF. Mais il y a d'autres molécules qui sont les inhibiteurs de TKI, mais qui sont souvent utilisés en monothérapie en maintenance parce qu'ils sont difficiles à associer avec les traitements, au contraire du bevacizumab qui lui peut s'associer quand même plus facilement. Alors on n'a pas utilisé, on a eu en tout cas dans le cancer de l'ovaire, on l'utilise finalement que depuis moins de 10 ans parce qu'il y a eu des essais en deuxième ligne, en particulier chez les patientes multitraitées qui ont montré des effets toxiques, en particulier au niveau gastro-intestinal avec des taux qui étaient très variables dans la littérature, avec cette série-là qui a été publiée en 2010, où on avait des taux de perforation en particulier et parfois fatales, qui variaient entre 0 et 15%, voire 20% dans certaines séries, en phase 2 avec l'Avastin, dans les patientes traitées pour un cancer de l'ovaire. Et donc ça a empêché un petit peu le développement de cette molécule qui était déjà utilisée dans d'autres pathologies. C'était dans ces séries des patientes souvent lourdement pré-traitées avec des carcinoses diffuses, parfois en occlusion, et c'était probablement un facteur de risque, on va le voir, de ces complications. Il y avait également des taux de mortalité qui avaient été rapportés dans des séries, des méta-analyses, avec parfois, vous voyez, un taux de mortalité, je ne sais pas si ça fonctionne bien, voilà, qui est doublé par rapport au contrôle, donc parfois des complications gravissimes. En 2011, ont été publiées ces deux séries qui ont permis d'avoir accès au bevacizumab en première ligne dans les cancers de l'ovaire avancé. L'étude ICON7 et l'étude américaine GOG 218, avec un impact sur la PFS chez les patientes en première ligne. Quand on utilise l'Avastin en maintenance après la chimio, d'abord en association à la chimio, mais également en maintenance, puisque dans le GOG, il y a un bras où il y a juste une utilisation en association avec la chimiothérapie, sans maintenance derrière, et qui est équivalent à l'absence de maintenance par bevacizumab. Donc on a eu d'emblée un impact sur la PFS,
quels que soient les sous-groupes étudiés, que ce soit des stades 3C, opérés, pas opérés, ou des stades 4. Alors l'impact sur la survie, on ne l'a pas eu tout de suite. C'est une étude qui vient d'être publiée là récemment sur l'impact sur la survie globale du bevacizumab dans cette étude américaine. Et finalement, sur la population globale, il n'y a pas d'impact, mais souvent, il y a des patients qui ont eu des crossovers ou qui en rechute ont reçu du bevacizumab. Par contre, dans les stades 4, les plus graves, on a un impact significatif sur la survie de l'adjonction d'Avastin en première ligne. Dans l'ICON 7, c'est un petit peu la même chose, l'essai européen, où on a utilisé le bevacizumab en maintenance stricte, en association avec la chimio pure en maintenance. On a un impact sur la PFS, quel que soit le sous-groupe de patientes, et un impact sur la survie uniquement dans un groupe à haut risque de récidive, c'est-à-dire des stades 3 avec une résection incomplète, ou les stades 4, et là on a un impact sur la survie de l'Avastin dans le cancer de l'ovaire. Le problème, c'est que lorsqu'on a l'impression que quand on arrêtait finalement l'Avastin en maintenance au bout d'un an, on avait des courbes qui convergeaient. Et la question s'est posée de poursuivre l'Avastin en maintenance après, au-delà d'un an. Et, alors que vous voyez, quand on l'utilise jusqu'à progression en rechute, on n'a pas cette convergence des courbes. Donc on a des études, une première étude là de stade 3B qui a, chez toutes les patientes, utilisé l'Avastin en maintenance 2 ans au lieu d'1 an. Et lorsqu'on compare, alors c'est pas normalement techniquement faisable, mais quand on le compare à la population d'ICON 7, on voit qu'on a l'impression qu'on augmente effectivement la PFS en allongeant la durée de maintenance de l'Avastin. Alors, il y a une étude de phase 3 dont on attend toujours les résultats, qui est l'étude BOOST, qui a randomisé 1 an versus 2 ans de maintenance en première ligne dans le cancer de l'ovaire. On n'a toujours pas les résultats, ce qui est en général bon signe, c'est qu'il n'y a pas assez d'événements. On devrait les avoir l'année prochaine, mais pour l'instant, on n'a pas les résultats. Alors en toxicité, est-ce qu'on retrouve cette toxicité morbide, cette morbidité qui avait été décrite dans les phases 2 avec des taux de perforation qui allaient jusqu'à 15%? Dans ces 2 grandes études de première ligne, donc des patients non pré-traités, on a un taux de complications gastro-intestinales, vous voyez, qui est doublé, mais qui est moins de 3% dans les 2 études versus 1%. Alors, qu'est-ce qu'on entend par complications gastro-intestinales? C'est des perforations, un peu de fistules, et puis des problèmes d'anastomose, mais c'est essentiellement des perforations. Donc, on a un taux là qui est clairement défini dans ces 2 populations, qui est certes plus important que lorsqu'on ne fait pas de bevacizumab, mais qui reste quand même assez faible. Et ça n'est pas augmenté par l'augmentation de la durée d'exposition à l'Avastin, puisque dans l'étude où on a fait 2 ans, on a un taux qui est à peu près équivalent. Bien évidemment, on attend d'avoir les résultats de l'étude randomisée pour être sûr qu'on est bien dans ces taux-là, mais on ne semble pas. Alors, il y a dans l'étude JOG 218, l'étude américaine, il y avait justement une recherche, ils ont étudié un petit peu plus précisément les facteurs de risque de complications gastro-intestinales. Il y avait une étude prédéfinie dans l'étude pour chez les patients qui présentaient des perforations ou des complications, type fistule, nécrose ou fuite anastomotique, essayer de voir s'il y avait des facteurs prédictifs chez ces patientes. Et donc on a un taux de perforation parmi les taux de gaz sur la population globale qui est assez faible, 1,6%, c'est ce qui est rapporté dans le cancer du côlon, dans les autres pathologies, finalement, qui n'est pas supérieur dans le cancer de l'ovaire par rapport aux autres. Et les facteurs de risque de toxicité gastro-intestinale, eh bien, c'est les maladies inflammatoires du tube digestif qui doivent donc, dans ces cas-là, faire poser la question de l'intérêt de l'Avastin par rapport aux bénéfices qu'on en attend, et puis les antécédents de résection digestive qui font, en général, proposer, lorsqu'il y a une résection digestive, de commencer l'Avastin un petit peu en décalé au 2e cycle, par exemple, en post-opératoire. Il n'y avait pas de différence en termes de qualité de vie. Là, c'est l'utilisation dans le cancer de l'ovaire, vous voyez, qui depuis les années 2011, depuis l'obtention de l'AMM, on est aux alentours de 60 à 70% des patientes en première ligne de stade avancé chez qui le bevacizumab est utilisé. C'est moins dans d'autres pays, d'abord parce qu'il y a des pays qui n'ont pas accès en première ligne, en Europe, et puis il y a des cliniciens qui sont un petit peu moins convaincus de l'intérêt de cette molécule dans le cancer de l'ovaire. Alors, ils l'utilisent parfois en rechute. En rechute, lorsque les patients ne l'ont pas reçu en première ligne, on voit qu'on a également un impact sur la PFS
et un impact beaucoup moins important sur la survie parce qu'en général, il y a un crossover. Et on a également une efficacité chez les patientes qui ont une maladie résistante aux platines. On a montré qu'on doublait la PFS avec l'Avastin. Donc c'est une molécule qui est utilisée soit en première ligne, soit au refus dans le cancer de l'ovaire et qui modifie un petit peu la prise en charge, ce d'autant qu'on a on le voit, une modification un petit peu de l'histoire naturelle de la maladie avec une disparition de toutes ces patientes qui avaient des acides, des épanchements pleuraux. Depuis qu'on utilise cette molécule, on a quand même beaucoup moins d'épanchements, que ce soit en première ligne ou en rechute. Est-ce qu'il faut le réutiliser? On a un essai qui a montré que la réutilisation du bevacizumab, alors qu'on l'avait utilisé en première ligne, augmentait également la PFS. Alors, on n'a pas d'AMM pour l'utiliser, le réutiliser. Je sais que dans le cancer du côlon, ils le font également, mais on a montré l'intérêt. Pour l'instant, on n'a pas de possibilité de le réutiliser, même si on a montré. Alors, est-ce que l'utilisation en néoadjuvant pourrait être intéressante? Est-ce que ça augmente le taux de réponse d'utiliser les anti-angiogéniques et quelle est la toxicité de l'association? Alors, en termes de taux de réponse, on a des essais en rechute essentiellement qui nous montrent que oui, on augmente le taux de réponse avec l'association chimiothérapie bevacizumab. En première ligne, c'est compliqué parce qu'on a souvent des malades qui sont réséqués complètement et on n'a pas d'évaluation du taux de réponse. On va voir un petit peu plus tard un essai de chimiothérapie néoadjuvante avec une autre molécule, un inhibiteur de TKI, où là, contrairement à bevacizumab, on réduit le taux de réponse, probablement parce qu'on augmente la toxicité en associant le TKI à la chimiothérapie et qu'on diminue la dose intensité de chimiothérapie qui est délivrée, ce qui est un problème dans cette étude. Donc en néoadjuvant, il y a en fait des phases 2 randomisées, 3 phases 2 randomisées d'anti-angiogéniques avec la chimiothérapie, une étude française, une étude espagnole, et puis 2 études françaises et une étude espagnole. Les 2 premières sont avec l'Avastin et une avec un inhibiteur de TKI qui est le nintédanib. Et elles n'ont pas toutes le même critère principal, mais lorsqu'on regarde le nombre, la chirurgie optimale, parce que c'est quand même ça l'objectif c'est d'augmenter le taux de réponse en néoadjuvant, c'est les patientes qui n'étaient pas opérables, et de pouvoir les rendre opérables. On a une augmentation qui est significative, surtout dans l'étude espagnole, mais enfin, on semble qu'il y ait quand même un bénéfice, qu'il puisse y avoir un bénéfice à utiliser l'Avastin en néoadjuvant, alors que lorsqu'on utilise un TKI associé avec la chimiothérapie, on a un effet plutôt délétère parce qu'on réduit la dose intensité de chimiothérapie qu'on utilise. En termes de toxicité, dans l'étude Antalya, on a des complications périopératoires qui sont à peu près les mêmes. Les problèmes sont surtout des problèmes de cicatrisation. Il n'y a pas eu plus de péritonite ou de perforation dans cette étude. Pas de réelle augmentation de la toxicité gastro-intestinale. C'est surtout des problèmes de cicatrisation qui sont notés en périopératoire. Là, juste pour signaler qu'effectivement, le plus ne fait pas forcément mieux que moins avec cette étude négative, donc Shiva, où on a une diminution du taux de réponse uniquement par la baisse de dose intensité de chimiothérapie. Pas plus, par contre, il n'y avait pas d'augmentation de la toxicité périopératoire dans cette étude non plus. Donc le fait de l'utiliser en néoadjuvant augmenterait peut-être un peu le taux de réponse, ne semble pas augmenter le taux de toxicité. Et alors avec la CHIP, puisqu'on a une étude positive de CHIP en néoadjuvant, après chimiothérapie néoadjuvante en première ligne, il y a eu un seul essai, qui est un essai de Sébastien Gouy une phase 1 d'augmentation de la dose de platine et dans la CHIP suivie de bevacizumab en maintenance, comme on le fait en première ligne. Il y a un peu de fistule, mais pas énormément plus. Il n'y a pas vraiment de toxicité gastro-intestinale majeure notée dans cette étude. Ce qui est le plus embêtant, c'était la toxicité rénale. Mais ça, c'est comme avec d'autres. Vraiment, on n'utilisait pas c'était du cisplatine et il n'y avait pas je ne sais plus quelle molécule on utilisait. Enfin bon, donc la dose recommandée était 70 mg. On peut faire du bevacizumab après la CHIP dans cette étude, sans augmenter de façon majeure. Mais enfin, il y a quand même de fistules, mais pas sans augmenter de façon majeure la toxicité. Donc, les recommandations de l'utilisation du bevacizumab dans le cancer de l'ovaire, en particulier de Saint-Paul-de-Vence dans les stades avancés.
On ne recommande pas en néoadjuvant hors essai, puisqu'on n'a que des phases 2 randomisées, pas de phase 3. Et quand est-ce qu'il faut initier le traitement par BEV? On peut le faire après la première cure, parce qu'on n'a pas, s'il n'y a pas eu de résection digestive, s'il n'y a pas eu de complications post-opératoires. En général, environ 4 semaines après la chirurgie. Sinon, s'il y a eu des anastomoses ou des complications non résolues, il est préférable de différer un petit peu le début du bevacizumab plutôt au 2e cycle post-opératoire, avec une posologie qui est un petit peu différente dans les 2 essais qui avaient été publiés, mais qui est de toute façon entre 7,5 et 15 mg par kilo. Et donc en première ligne actuellement, le grade A d'utilisation du bevacizumab, c'est essentiellement lorsqu'il y a un résidu tumoral en stade 3 ou un stade 4, où on a vraiment un impact important sur la PFS et surtout sur la survie chez ces patientes. Ça, ce sont les recommandations de l'ESMO. Et dans les recommandations de l'ESMO, l'association de l'Avastin en néoadjuvant peut être considérée chez les patientes qui ont des maladies inextirpables. Ce n'est pas une contre-indication formelle d'utilisation en néoadjuvant, alors qu'on sait qu'on va faire une chirurgie intermédiaire d'utiliser l'Avastin. Et il n'y a pas de toxicité majeure qui a été signalée dans les 2 ou 3 études qui ont été réalisées. Donc, ce n'est pas une contre-indication que d'opérer les patientes après une association avec du bevacizumab. Il n'y a malheureusement toujours pas de marqueurs biologiques pour utiliser plus l'Avastin chez les patientes que d'autres. Il est probable que toutes les patientes n'en bénéficient pas. Donc la toxicité associée aux anti-angiogéniques dans le cancer de l'ovaire, elle est maintenant bien connue. Elle ne contre-indique pas la chirurgie, quel que soit le moment où on le fait. Par contre, bien évidemment, il faut arrêter le bevacizumab, le cycle avant la chirurgie si on fait du néoadjuvant, et pas le reprendre trop tôt lorsqu'on a fait une chirurgie assez lourde. Les facteurs de risque de la toxicité, c'est les maladies inflammatoires du côlon, du tube digestif. Et là, il faut vraiment se poser la question de l'impact de l'intérêt de l'adjonction de l'Avastin par rapport au risque que l'on prend chez ces patientes. Les anastomoses digestives, donc il faut discuter en RCP chez ces patientes. Nous, on discute en RCP le fait d'associer ou pas l'Avastin. Les toxicités, elles sont identiques que ce soit 7,5 mg kg ou 15 mg kg, donc il n'y a pas d'effet dose a priori sur la toxicité. La prolongation de durée d'utilisation de l'Avastin ne semble pas avoir d'impact sur la toxicité pour les premiers résultats qu'on en aime. On attend les résultats de boost. Et on a une toxicité après traitement néoadjuvant qui semble tout à fait gérable, donc sous réserve bien sûr d'arrêter avant la chirurgie un cycle avant. Pour les patientes qui vont avoir des CHIP, bien que les indications soient relativement limitées actuellement, il n'y a a priori pas de toxicité surajoutée, en tout cas sur le plan gastro-intestinal. Alors, ce qui se pose maintenant, c'est l'association BEV et inhibiteur de PARP en maintenance. Pourquoi ? Parce qu'on a intégré maintenant, en première ligne, on va intégrer les inhibiteurs de PARP et les anti-angiogéniques dans le traitement du cancer de l'ovaire. Je trouve les résultats de l'étude, déjà des études en rechute d'association de PARP et d'inhibiteurs et d'anti-angiogéniques qui ont montré une efficacité, même chez les patientes qui n'avaient pas de mutation de BRCA. Donc on commence à utiliser des associations. Et puis il y a l'essai en première ligne qui va sortir la semaine prochaine dans le New England, le PAOLA, qui est une étude qui associe donc en maintenance l'Avastin et l'Olaparib chez des patientes, qu'elles soient ou pas mutées BRCA. Et on voit qu'on a un impact sur la PFS à l'association de l'Olaparib au bevacizumab chez ces patientes. Et donc, c'est la révolution des inhibiteurs de PARP actuellement dans le cancer de l'ovaire en première ligne. Et ce n'est pas la fin du bevacizumab comme on pouvait le penser. Il y a un effet probablement pas synergique, mais additif. Lorsqu'on regarde les résultats Prima et Velia, ce sont des essais dans lesquels il n'y a pas de bevacizumab. Il y a juste l'inhibiteur de PARP en maintenance. Alors que dans l'étude PAOLA, on a l'inhibiteur de PARP plus l'Avastin. Et là, lorsque vous regardez Velia, vous commencez, la PFS est calculée au départ de la chimiothérapie, alors que là, elle est calculée au départ de la maintenance. Donc on a 6 mois de plus de PFS, de gain de PFS, avec l'adjonction de l'Avastin et des inhibiteurs de PARP. Donc
On n'a pas terminé l'histoire avec l'Avastin en première ligne. Est-ce qu'il faut le faire plus longtemps qu'1 an en maintenance? On aura les résultats probablement l'année prochaine de l'intérêt de la prolongation. En tout cas, dans l'étude Paola, il n'y a pas d'augmentation de la toxicité à associer les deux. Donc, il n'y avait pas non plus de rationnel pour penser que l'association des émetteurs de PARP et du bevacizumab augmentait la toxicité, mais en tout cas là, on n'a pas de toxicité supplémentaire. Et j'ai terminé. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Je crois que tu as fait le tour du problème, là. Hein.